israélienne, de son côté, doit retirer ses troupes jusqu'à une ligne convenue par le plan. Elle annonce d'ailleurs ce matin se préparer à repositionner ses troupes dans l'enclave palestinienne. Elisabeth Borne, favorable à un gel de l'âge de départ à la retraite jusqu'en 2027. La ministre de l'Éducation nationale s'est exprimée sur BFM TV ce matin. Une des solutions, selon elle, pour mettre fin à la crise actuelle. Une suspension qui ne semble pas d'actualité, selon hier sur France 2, le Premier ministre démissionnaire. Sébastien Lecornu qui a annoncé qu'un budget serait présenté dès lundi. Il a également assuré qu'un nouveau chef du gouvernement serait nommé d'ici demain soir. Une information confirmée par l'Élysée. Il est le père de l'abolition de la peine de mort. Robert Badinter entre ce soir au Panthéon 20 mois après son décès. Emmanuel Macron va présider en fin de journée la cérémonie de l'ancien ministre de la Justice de François Mitterrand. Il restera surtout dans l'histoire pour avoir aboli la peine de mort le 9 octobre 1981. Il y a 44 ans jour pour jour aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, l'heure du verdict dans le procès en appel des viols de Mazan. La cour d'assises du Gard doit trancher aujourd'hui sur l'unique accusé à avoir maintenu son appel. Cet ancien ouvrier de 44 ans nie toujours avoir violé Gisèle Pellicot. Il risque aujourd'hui jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Et puis le secteur du transport est le seul où les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas. C'est le constat de l'Institut Montaigne dans une étude publiée aujourd'hui, notamment dans le journal Le Monde. Et en parallèle, toujours selon cette enquête, 9 Français sur 10 se disent concernés par l'urgence climatique. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec vous au 0826 300 300, parlons vrai, on va tenter de se mettre d'accord ce matin avec nos 4 débatteurs que je salue immédiatement. Marine Cazard, bonjour Marine. Bonjour. Chef du pôle jeune à Horizon. Magali Vissane, bonjour. Communicante politique. Jérôme Dubu, bonjour. Jérôme. Président de France-Israël, Romain Marcilly. Vice-président. Qu'est-ce que j'ai dit, président? Ouais. Oh, bientôt. L'avenir le dira. L'avenir est incertain. Allez, vice-président. Et Romain Marcy, bonjour. Romain, bonjour. Directeur général de Nouvelle Énergie. Alors évidemment, on va revenir tous ensemble sur cette mission terminée, nous a dit Sébastien Lecornu, et ces heures qui s'égrènent aujourd'hui. On est à moins de 34 heures maintenant de l'annonce d'un nouveau Premier ministre. C'est ce qu'il nous a dit hier soir sur France 2. Est-ce que la réforme des retraites sera suspendue? Emmanuel Macron doit-il prendre la parole? Beaucoup de questions encore se jouent aujourd'hui autour de cette pagaille politique que vous qualifiez de quoi, tiens Jérôme? C'est la chienlit. Voilà, mais c'est la chienlit qui était inévitable après la dissolution, puisque le résultat mathématique, il suffit pas d'être grand stratège, il suffit de faire des additions, ça c'est très simple. Un enfant de 5 ans les aurait faites. À l'issue de la dissolution, il n'y a pas de majorité absolue ni de majorité relative. Il y avait une majorité relative en 2022, elle a été remise en cause par cette dissolution, on en arrive à plus de majorité du tout. Donc on avait une majorité absolue en 2017, on avait une majorité relative en 2022, on n'a plus de majorité. Donc il faut en tirer les conséquences, mais on va en parler tout à l'heure. Oui, on va en parler tout au long de cette matinée. J'aimerais bien aussi vous entendre, chers auditeurs, 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir sur les réseaux sociaux, nous dire exactement ce que vous pensez. Tout cela a assez duré, c'est ce qu'on entend. Là, je m'adresse à la communicante que vous êtes, Magali. Les Français, quand on va au resto tous, on va faire nos courses, et on aimerait qu'ils s'entendent, qu'ils arrivent à s'accorder. Oui, mais presque avec un an de retard, j'ai envie de dire. On est vraiment là en train de vivre, on est au cœur d'une série Netflix où les Français, malheureusement, sont des figurants. Et je trouve que l'image, elle est très percutante parce que, alors que les Français devraient être acteurs et qu'on devrait tous contribuer justement à faire en sorte que le monde politique s'élève, eh bien là, ils font en sorte que nous ne soyons que de simples figurants. Et quand je dis qu'il y a un an de retard, c'est-à-dire qu'il y a un an, les Français voulaient cette stabilité. Il y a un an, les parlementaires devaient s'accorder. On parlait de stabilité, on parlait de compromis. Mais aujourd'hui, la seule chose que les Français veulent, c'est qu'ils s'en aillent. En fait, on a changé de cap, on a changé de sentiment, on a changé de colère parce que aujourd'hui, ils ont juste montré une chose, et c'est là où je trouve, en termes de communication, il y a un impact. J'en parle souvent, un non-verbal et paraverbal, c'est-à-dire les comportements, les postures, les actes ont eu un impact sur les Français. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui, en fait, ne porte une vision et en qui les Français ont confiance. Nous avons autour de la table des représentants de partis politiques. Vous entendez ce que dit Magali? J'entends tout à fait ce que vous dites, madame, et je le partage, y compris dans votre analyse. Est-ce que ça va laisser des traces au-delà de la crise actuelle?
Est-ce que ça va laisser des traces durables? Je le crains. Après, le pire n'est jamais certain. Mais effectivement, vous l'avez dit, il y a aussi tous les signes non-verbaux. On a effectivement un spectacle désastreux. Le mot de stabilité a changé. Il y a un an, la stabilité, c'était pour éviter les folies de LFI. On va dire, si je devais résumer. Aujourd'hui, la stabilité, la prétendue stabilité, qui est l'argument donné par ceux qui en fait ne veulent juste uniquement que garder leur place, c'est une stabilité qui crée de l'instabilité pour les marchés, etc. C'est tellement décalé, vous avez dit une image très juste, mais si on devait en dire une autre, on a l'impression qu'il y a le Titanic, on est sur le Titanic, et que les types qui nous ont conduits dans l'iceberg sont en train de discuter tranquillement du plan de table. Alors que tout continue pendant ce temps-là. La crise de la dette ne s'est pas arrêtée, la crise éducative ne s'est pas arrêtée, les problèmes de sécurité ne s'arrêtent pas. Et voilà. Et en fait, ils veulent juste rester. Donc, et qu'est-ce qu'on entend hier, dans les mots du Premier ministre, de propos incroyables, une majorité de députés contre la dissolution. Et alors, enfin déjà la dissolution, c'est la prérogative du président de la République, et on imagine que les députés élus, beaucoup d'entre eux, ne veulent pas repasser devant les urnes. Et puis un autre propos, je vais très rapide, quand il dit je suis ministre des Armées et je peux vous dire que ce n'est pas le moment de changer de président. Donc ça veut dire quoi? Dans 2 ans, les problèmes géopolitiques, enfin dans 1 an et demi, ne seront pas arrêtés. Donc la seule issue, ce que dit David Lisnard depuis quasiment 1 an, enfin 9 mois, c'est une démission anticipée. Mais vous entendez quand même que certains disent que ça fragilise quand même la fonction présidentielle de vouloir pousser absolument vers une présidentielle anticipée aujourd'hui? Non, c'est la pratique du pouvoir désastreuse d'Emmanuel Macron qui fragilise malheureusement la fonction présidentielle, qui a fragilisé la fonction présidentielle. Aujourd'hui, on voit bien, les Français ne veulent plus être spectateurs, ils veulent un retour aux urnes. Les Français veulent un retour aux urnes, mais les Français veulent surtout que les politiques, que vous vous entendiez. Mais vous pouvez entendre ça? Moi, je suis pas excusez-moi, mais moi, je dis, vous n'êtes pas parlementaire, d'accord, mais les Français, quand on regarde les enquêtes d'opinion, aujourd'hui, quand on regarde ce que disent les sondages, ils demandent à ce que la classe politique trouve un accord pour travailler ensemble. Oui, c'est un peu plus subtil que ça. C'est un peu plus subtil que ça. N'a la majorité, en fait. Quand vous lisez les sondages, ils voudraient un consensus, mais quand on rentre dans le détail, on voit bien que le consensus n'est pas possible. Enfin, regardez l'affaire des retraites. On fait voter au 49.3, donc ça n'a même pas été voté, je le rappelle, une réforme qui est une réforme à minima. Parce qu'il y a eu beaucoup de négociations qui ont déshabillé le texte initial de la réforme des retraites. On en arrive à voter les 64 ans, d'autres pays sont à 65, 67. Quand on regarde en Europe, c'est plutôt la tendance. Donc on va vers un allongement évidemment de l'âge de la retraite. Et on est en train de détricoter d'essayer de détricoter ou de vouloir détricoter la seule réforme de fond qui a été faite. Non, mais chacun voit midi à sa porte dans cette histoire-là. Chacun voit midi à sa porte, chacun dans tout ça. C'est pas possible. Enfin, le consensus, ça n'existe pas. Bon, qu'est-ce qui va sortir de là? Un Premier ministre de gauche, vous pensez? Alors moi je voulais juste revenir sur ce qui vient d'être dit et rebondir sur ce que vous disiez il y a 1 an. Je pense qu'en effet les Français attendaient qu'une chose, c'est qu'on soit capable de trouver des compromis. Le problème c'est que l'ensemble des forces politiques sont arrivées devant le Premier ministre avec chacun des lignes rouges, en disant de facto et de prime abord, je ne ferai pas ça ou je ne ferai pas ci, au lieu de se mettre d'accord sur des priorités. Et la réforme des retraites, malheureusement, on y revient tous les 4 ans, c'est un marronnier. Et moi j'en suis franchement désolée parce que c'est justement un sujet sur lequel toutes les forces politiques savent très bien que quand elles vont le mettre sur la table, on va juste cliver. Alors qu'on pourrait se mettre d'accord sur des priorités, et je pense que les Français nous le demandent aussi. On pourrait se mettre d'accord sur le pouvoir d'achat. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut rendre le fruit de leur travail aux actifs. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut préserver le train de vie les plus précaires. Pas tous. Non, on n'est pas tous d'accord. Quand on rentre dans le détail, les gens ne sont pas d'accord. Certains veulent augmenter le SMIC, d'autres ne veulent pas l'augmenter. Mais ça peut passer par autre chose. Ça peut passer par autre chose que par le SMIC. Le problème, il est là aussi. Quand vous rentrez dans le détail, les gens ne sont pas d'accord. Très bien, mais moi je pense que les Français demandent aussi de la responsabilité à nos hommes politiques d'être en effet responsables. Et ça, c'est écouter les Français et arriver d'abord avec des points de convergence sur la table. Ensuite, quel va être le Premier ministre qui en sort? En réalité, moi j'ai envie de vous dire, ça va rien changer. La situation est devenue complètement intenable. Que ce soit un Premier ministre de droite ou de gauche, de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui... Votre chef, Marine Cazard, a demandé à ce que... Donc, Édouard Philippe a demandé à ce que... Lui aussi, il y a une présidentielle anticipée, programmée à l'issue de l'adoption d'un budget. Il l'a demandé parce qu'il pense en effet que le président de la République, qui est censé veiller à la continuité de l'État, à un moment donné doit prendre une initiative très forte, et que les dernières initiatives qui ont été prises, et la dernière en date c'est la dissolution, n'ont pas fonctionné. Donc il faut à un moment donné qu'on revienne aussi à l'essentiel et
À titre personnel aussi, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est la parole du peuple. Et il faut revenir aux urnes lors d'une présidentielle pour définir les grandes orientations de ce pays, et c'est à ce moment-là que les Français vont trancher. Il faut arrêter de parler pour eux, je pense, à un moment donné, il faut juste leur demander leur avis, clairement. Oui, alors... nous, ça fait des mois et des mois qu'on dit ça, donc je suis content que aujourd'hui beaucoup de gens donc viennent vous à nous. tendez la main Horizon, non, mais c'est pas une question de tendre la main, Nouvelle Énergie. on n'est pas ennemis, et voilà, donc il n'y a pas de problème, c'est toujours quelle main on tend, quoi, qui compte. Mais non, mais c'est très bien qu'aujourd'hui des personnes qualité reviennent sur cette position. Donc ça fait très longtemps qu'on la tient, avec le besoin d'un cycle électoral complet. C'est ce que dit David Lisnard, c'est-à-dire d'abord une présidentielle et puis des élections législatives qui suivront. On a besoin aussi d'un temps de campagne. C'est pour ça que, contrairement à ce que dit LFI qui veut une destitution du président, ça c'est absurde et ce serait, pour le coup, je vous rejoins, totalement aller à l'encontre des institutions et affaiblir la République. En revanche, avoir quelques mois pour avoir un vrai débat politique, je pense qu'à droite, on devrait d'abord avoir une primaire entre nous. Ça serait quoi le calendrier? Quel est le calendrier que vous imaginez? Parce qu'il y a des municipales d'abord en mars. Exactement. D'abord, il faut un budget. Après, les municipales, il faut respecter les élections municipales. C'est quand même très important. C'est des élections que les Français sont très attachés. Il faut respecter le travail des maires et de ceux qui veulent devenir maires. Et puis après, devront suivre au printemps une élection présidentielle. Je pense qu'il y a le temps pour la droite de faire une primaire, parce que sinon, s'il n'y a pas de primaire, on va directement à un affrontement entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et puis, le mot primaire. Et puis à l'été, oui, le mot primaire. Il faut pas en avoir peur. Mais globalement, on y viendra. Comme on vient aujourd'hui, en gros, on vient aujourd'hui à tout. En gros, sans être taquin, si vous voulez savoir ce qu'Edouard Philippe dira demain, écoutez David Lisnard aujourd'hui. C'est-à-dire, j'adore. Il va y avoir... Ça s'appelle un tac. Non, pas du tout. Il faut rendre à César ce qui est à César. Le premier qui a et il s'est fait massacrer, et moi avec, parce qu'on est proches et on est amis. Le premier qui a envisagé une démission du président de la République, c'est Jean-François Copé. Il faut lui rendre. David Lisnard à l'époque n'en parlait pas. On fera la barre si vous voulez, n'en parlait pas non plus. Qui a dit donc quoi? rendons à César ce qui est à César. C'est Jean-François Copé. Je pense que c'est un peu ça qui emmerde les Français en ce moment, c'est justement ça, les amis. Sur cette affaire, il l'a dit dès la dissolution. Et c'est effectivement la seule possibilité de remettre le calendrier à l'endroit. Sauf que c'est une option pour l'instant inenvisageable de la part du président. Parce que le président ne veut pas en entendre parler. Allez, on va en Gironde au 0826 300 300 à Floirac retrouver Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Christine, bonjour Sud Radio. Comment ça va? Fatigué, pas fatigué? Ça va bien. En pleine forme comme tous les matins. Comme tous les matins. Alors Xavier, vous allez intervenir, vous allez donner votre avis aussi sur ce débat suite à l'intervention de Sébastien Lecornu. On est obligé de faire une toute petite pause, comme on dit dans notre jargon radiophonique, et vous avez la parole juste après ça. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot, Sud Radio, parlons vrai. Bonjour, c'est... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Je peux vous dire que c'est pas simple de se mettre d'accord aujourd'hui avec Marine Cazard, chef du pôle Horizon jeune, le pôle jeune à Horizon. Voilà, la branche jeunesse. Exactement. À Horizon. Magali Vicente, communicante politique, Jérôme Dubu, vice-président de France-Israël, Romain Marcy, directeur général de Nouvelle Énergie. Alors, on était avec vous tous, mais aussi avec Xavier depuis Floirac au 0826 300 300. On vous retrouve, Xavier. Vous nous disiez que vous étiez en pleine forme, vous, mais on l'est aussi. Mais est-ce que tout ça, ça vous fatigue? Quelle est votre vision de cette séquence politique qu'on a du mal à décrypter ou qu'on a du mal à qualifier d'ailleurs? Écoutez, en fait, l'histoire ne se répète pas exactement, mais elle bégaye souvent. Et ce qu'on a vu apparaître en 1958 se reproduit. La 4e République et le blocage institutionnel lié au fonctionnement des partis politiques. Il se reproduit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc le fonctionnement des partis, qui sont finalement des entreprises de communication politique qui servent à placer les uns et les autres, sont incapables de satisfaire l'intérêt général, puisqu'ils défendent avant tout l'intérêt partisan. Et on en a la démonstration une nouvelle fois dans l'histoire de France. Donc évidemment, pour résoudre la situation, tout le monde a compris, même le Français lambda a compris. Il faut du compromis. Et le problème, c'est que les partis en sont incapables. Donc la première, je pense, phase de la solution, c'est de changer de République. C'est une crise de régime actuellement qui est liée au fonctionnement, à la nature même de la 5e République, qui fonctionne bien s'il y a du bipartisme. Ça marche à peu près correctement avec du bipartisme.
Mais la tripartition de l'Assemblée nationale rend impossible la gestion du pays. Il faut changer de république pour s'adapter à cette nouvelle situation politique, pour permettre aussi aux citoyens de se réapproprier le pouvoir politique et sortir un peu de ce système nauséabond où on voit que les professionnels et les partis nuisent à l'intérêt général au lieu de le satisfaire. Et le compromis, pour terminer, il repose sur 3 éléments tout à fait simples et identifiables. Premièrement, la justice fiscale et sociale qui est demandée autant à droite qu'à gauche. Deuxièmement, des problèmes de sécurité qui sont évoqués beaucoup à droite et qui pourraient aussi être traités par la gauche. Et troisièmement, le surendettement. Personne n'aime être surendetté, ni les Français, ni la France. Et on aimerait bien pouvoir en sortir, donc les gabegies, organiser un fonctionnement de l'État qui soit qui corresponde, où les dépenses correspondent aux recettes, et qu'on cesse cette folie où moi, qui ai 38 ans, je me retrouve avec un pays surendetté. Et j'ai des enfants et qui sont actuellement dans un pays surendetté. Et ça, c'est insupportable. C'est le bon sens. Merci beaucoup, Xavier, sur ce point. Et Romain Marcy, c'est du bon sens. On entend, on veut du compromis, nous disent nos auditeurs. Alors, je suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, mais merci, monsieur, d'avoir rappelé 1958. C'est effectivement une très bonne référence. Et en 1958, sur la période 58-59, De Gaulle ne fait pas que changer la République. C'est ce qu'on retient, ce qui est le plus connu, mais il ne fait pas que ça. Il y a un énorme plan budgétaire. Il sauve la situation budgétaire et économique de la France. Il réorganise totalement, au-delà des institutions, les services de l'État. Et ça, c'est en quelques mois. Et donc, je pense que cet exemple-là doit malgré tout nous rendre un peu optimistes. C'est-à-dire, même que lorsqu'on croit que tout est fichu, il suffit parfois de volonté très forte, très légitime. Aujourd'hui, il n'y a pas de Gaulle, mais il pourrait y avoir demain une nouvelle légitimité forte grâce à une élection présidentielle et des élections législatives. Et quand il y a de la méthode, et ce qu'a fait De Gaulle, c'est qu'il a changé profondément le fonctionnement de l'État. Et il rompt avec le régime de parti. Aujourd'hui, comme on le dit souvent en Nouvelle Énergie, il faut rompre avec le régime du technocrate et repenser totalement l'État, lutter contre la bureaucratie. Et ça, c'est possible, même, je le crois, sans changer de République. Il y a Brigitte sur la page Facebook de Sud Radio qui nous dit « Go vers la 6e République ». Oui, alors moi je ne partage pas du tout. Alors je remercie l'auditeur de nous avoir Xavier, de nous avoir un peu indiqué ce qu'il pensait. Sur ses priorités, je suis assez d'accord. C'est les 3 priorités qu'il a données, effectivement. Sur justice fiscale qui ne veut rien dire. Voilà, pourquoi ça veut rien dire? Parce que les impôts sont pas faits pour la justice, ils sont faits pour le fonctionnement de l'État. En tout cas, fiscalité, disons. Bon, voilà. Et de justice, une fiscalité, puisque l'impôt sur le revenu, ça a quand même été pensé et voulu. Je suis absolument pas d'accord avec lui sur le changement de la République. Moi, je crois à la 5e République. Contrairement à ce qui s'est passé en 58, dont on pourrait parler, mais ça serait trop long, vu la prise de pouvoir de Gaulle, on pourrait en parler pendant longtemps parce que ça ressemblait quand même à un putsch. On n'en est pas là. On n'en est pas là, et je crois que la 5e République a les moyens en interne de pouvoir fonctionner. Simplement, il faut remettre le calendrier à l'endroit, et remettre le calendrier à l'endroit de la 5e République, c'est la priorité et la primauté de l'élection présidentielle. Et ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors un certain nombre de gens y viennent, on a cité Lisnard, on a cité Édouard Philippe, etc. Un certain nombre de gens y viennent progressivement, mais c'est long. Oui, les filles depuis le début, mais pour d'autres raisons, parce qu'ils veulent changer la 5e République. Moi, je veux la conserver, la 5e République, et la faire vivre de manière concrète et efficace, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a parlé de la bureaucratie, on a parlé du régime parlementaire, etc. Ça peut fonctionner à condition qu'il y ait une légitimité qui aujourd'hui n'existe plus. Or, quand vous n'avez plus de légitimité, vous partez, c'est assez simple. Xavier, vous entendez ce que disent Jérôme Dubu et Romain Marcy sur conserver cette 5e République. Il n'y a pas autant d'urgence que ça. Oui, mais si je peux répondre très rapidement. Oui, bien sûr, Xavier. Ouais. Déjà d'avoir pris le temps de me répondre, d'avoir formulé des arguments intéressants. J'entends tout ce qui est dit. J'ai l'impression d'avoir affaire à des hommes politiques qui ne comprennent pas la mesure de la situation sur le plan de la tripartition de l'Assemblée nationale. Ici, ce que je dis, c'est pas partisan. C'est simplement une question d'efficacité et de pragmatisme. On peut pas prendre des décisions dans le cadre de la tripartition de l'Assemblée nationale. Et même, je vais vous dire, moi, je suis de ceux qui en fait considère que même s'il y avait une élection présidentielle et même s'il y avait une dissolution derrière, avant ou après,
en fait, on retrouverait la même situation. Parce qu'en fait, la société française est divisée en trois grands groupes. Et donc, le bipartisme, comme je disais tout à l'heure, n'existe plus. C'est fini. L'alternance droite-gauche, ça ne marchera plus. Il y aura plus l'apparition, à mon avis, à mon humble avis. Je pense qu'on va toujours se retrouver dans cette tripartition. Et quid, comment on fait dans la tripartition pour prendre des décisions ? C'est une vraie question. Je vois Marine qui a l'air d'accord avec vous, Marine Cazard. Non, mais on peut dissoudre, on peut faire des élections, mais la société française, en gros, 3 blocs. Disons que c'est un peu, moi je le vois un peu comme l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que, comme Jérôme, je pense que la Constitution, et en tout cas j'y suis attachée, est bien faite, et quand les responsables politiques la respectent et jouent avec les règles du jeu et celles de la Ve République, ça se passe bien. Or, en effet, depuis quelques années, on voit bien qu'on n'est plus du tout aligné entre ce que la Constitution prévoit et la façon dont on a organisé nos institutions et la façon dont les politiques pratiquent leurs fonctions et font de la politique. Et donc, c'est un peu l'œuf ou la poule, il faut faire le pari. Soit, en effet, il faut qu'on se mette d'accord pour changer de république, changer de système et tendre vers quelque chose qui ressemblerait plus aux démocraties européennes et notamment du Nord où on est habitué au compromis. Je ne crois pas que ce soit dans notre caractère gaulois. Mais posons le débat, c'est un vrai sujet de société. Ou au contraire, faisons le pari que la Ve République est bien faite, préservons-la et créons les conditions pour y arriver. J'entends beaucoup en ce moment, et notamment depuis que David Lisnard a pu parler d'une présidentielle anticipée, puis Édouard Philippe très récemment, d'une pression, d'une injonction à choisir en nous disant en fait si on fait ça, ce sera forcément les extrêmes. Mais on n'est pas, c'est mon avis personnel, on n'est pas à 6 mois près dans le risque des extrêmes au pouvoir en fait. Ça fait 15 ans que les extrêmes montent et on voit bien qu'on est incapable aujourd'hui, où on a du mal à les repousser. Moi, je pense au contraire qu'il faut se donner les moyens aujourd'hui de retrouver ce bipartisme. Il faut, et on appelait à la responsabilité des hommes politiques aussi, nous, acteurs de la vie politique, de revenir sur le fond, de refaire des propositions pour récupérer aussi et de nouveau donner confiance à cet électorat qui est parti vers les extrêmes. C'est dans la Constitution, on peut faire des référendums, revenir au peuple souverain. Marine Cazard, du pôle Jeunes à Horizon. C'est important de savoir d'où on parle, pour comprendre pourquoi on parle. On dit ça. Xavier, merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous au 0826. On était ravis et vous enclenchez comme ça des débats qui sont passionnants. C'est à travers vous aussi qu'on peut essayer de comprendre ce qui se passe dans la société. Après la Gironde, on va aller pas très loin. On va en Tarn-et-Garonne, à Montèche. C'est Pierre qui nous attend au standard au 0826 300 300. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Pierre, vous êtes en forme, je le sens. Ça, c'est la pêche du Tarn-et-Garonne, ça, je le sens. Non, on est obligé de faire une petite pause, pardonnez-moi. Et on vous donne la parole juste après ça sur Sud Radio. Vous ne bougez pas et vous, si vous appelez au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous pensez de cette situation politique actuelle. On devrait avoir un premier ou une première ministre d'ici demain soir, normalement, si on respecte le chrono. Mais ça, c'est autre chose. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Il y a du monde déjà sur la ligne. Oui. Bon, mais on retourne surtout au 0826 300 300. On va du côté du Tarn-et-Garonne retrouver Pierre. Pierre, on vous retrouve. Vous vouliez intervenir ce matin dans ce débat. Quel est votre point de vue de tout ça? Alors, mon point de vue, ce que veulent les Français, c'est du pouvoir d'achat, des augmentations de salaire, de retraite, du SMIC. Arrêtez de nous taxer comme ils le font. Maintenant, les banques s'y mettent. On le savait que les banques, mais maintenant 3% de plus. Non, mais c'est lamentable. 3% de quoi? Pardonnez-moi, Pierre, que je comprenne les 3%. Les 3%, c'est sur les frais bancaires, etc., les cartes, oui, voilà. Donc eux, ils se gavent, mais alors d'une façon. Et ensuite, là, il va y avoir une nomination d'un premier ministre, d'une première ministre. Ben, ça va être, on met les mêmes et on recommence. Voilà, là, il y en a ras-le-bol. Moi, je serais pour une dissolution. Comme ça, les Français reviennent aux urnes, on vote, et là, d'après le vote des Français, eh bien à ce moment-là, puisqu'on veut donner la parole aux Français, qu'on fasse un vote, et à ce moment-là, eh bien, il y aura un nouveau Premier ministre, mais sorti des urnes, et pas du chapeau de... On assiste en ce moment à un match entre les charlots et les pieds nickelés. C'est lamentable. Voilà. Oui. Et les Français, nous on est là, on attend, on subit cette politique. C'est sévère. Les charlots et les pieds niqués, ils étaient drôles. Là, c'est pas drôle du tout. C'est très, très, très attristant ce qui se passe. Donc, c'est pas des charlots et des pieds nickelés, c'est plutôt des tristes cires. Oui, non, mais je dis charlot et pieds nickelés. Non, mais j'avais bien compris, c'est une boutade. Oui, voilà, oui. Mais c'est pas drôle, c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle. Non, là, c'est vraiment pas drôle. On est, mais alors, on est la risée du monde entier. Ah oui. Alors, celui qui se tape sur le ventre sans rien dire, ça doit être Poutine, parce que lui doit se dire, allez, continuez à vous battre entre vous là, et voilà, et puis la guerre ne s'arrêtera pas. Il a pas de problème de qui démocratie. est formidable, alors là, celui-là, il est en dessous de tout, c'est Mélenchon. Mélenchon, lui, s'occupe de l'étranger, mais il s'occupe pas de la France, avec Rima Hassan et consorts. C'est lamentable. Oui, alors ils sont tous, chacun a son, on va dire à son boulet dans cette histoire, selon que l'on soit. Mais Pierre, je voulais juste une petite précision. Est-ce que vous êtes, puisque vous êtes en Tarn-et-Garonne, dans la circonscription où on est appelé à voter ce week-end, parce qu'elle est regardée de très près par tous les états-majors politiques. C'est votre circonscription à vous ? Non, c'est l'autre. Montauban. De Montauban. Ah oui, c'est ça, Montauban. Effectivement, on rappelle. Avec exactement, avec un duel entre la gauche, la candidate du Parti socialiste et le candidat UDR soutenu par le Rassemblement national, et le camp présidentiel qui a fait un score très très faible au premier tour. Pierre, vous parliez et Romain Marcy voulait vous répondre quand vous parliez une comparaison en disant Poutine doit bien rigoler. C'est pas une démocratie la Russie, donc on le rappelle. Non, Poutine n'a pas de problème de parlement, mais en l'occurrence, il y a beaucoup de pays qui ont connu une instabilité, donc on n'est pas là pour se comparer. Le problème, c'est que la parole de la France s'affaisse. Et ça ne date pas, de le dire, de cette crise politique. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu facile. Toutes les personnes qui ont soutenu Emmanuel Macron depuis 8 ans maintenant veulent qu'il démissionne, mais il y a quand même une pratique du pouvoir qui est délétère. Et le côté très négatif, c'est encore accéléré depuis 2022. Mais même pendant le premier mandat, Napoléon perçait sous Bonaparte, donc on découvre rien. Donc il y a un véritable problème. On l'a dit, je crois qu'il commence à avoir un consensus pour dire que il faut un cycle électoral complet. Il faut un retour aux urnes. Alors, il y a le retour aux urnes, c'est dans l'idéal un cycle électoral complet, présidentiel, législative. Il y a la dissolution, qui est une voie qui laisse aujourd'hui quelques doutes quand même, parce qu'effectivement tout peut revenir. Et puis la Ve République, on parlait des institutions, c'est avant tout la présidentielle. Et puis il y a un autre point qu'on évoque très peu, c'est le référendum. L'an dernier, après la dissolution, il y avait effectivement un énorme blocage. David Lisnard avait conseillé publiquement à Emmanuel Macron d'utiliser le référendum pour aller sur ces quelques thèmes dont vous parliez, qui peuvent réunir une majorité de Français sur l'immigration, sur l'éducation. Non mais l'outil du référendum. Après, on peut passer l'émission à aller dans le détail. Sur l'immigration, je pense que c'est assez facile. On propose une politique plus ferme, d'immigration choisie beaucoup plus stricte, qui accueille les talents aussi. Il ne faut pas oublier que, on en parlera peut-être en fin d'émission, il faut aussi qu'il y a une grande compétition mondiale pour accueillir des grands talents, et puis pour que nos talents ne partent pas. Mais donc l'immigration, il y a une réforme éducative majeure à faire. Donc il y a quelques points qui peuvent rassembler les Français. Et le référendum est un outil de la Constitution. Et on n'a pas utilisé le référendum. Je trouve que effectivement son emploi depuis 2005, qui a été perdu par le président Chirac sur la Constitution européenne, on l'a plus employé parce que les politiques ont peur de le perdre. Mais si on faisait un référendum sur l'immigration, par exemple, avec un certain nombre de questions, etc., on fait voter les Français, Macron décide de lancer ce référendum, je pense que enfin, ça dépend des questions, mais enfin, sur l'immigration, je pense qu'il y aurait un référendum positif. Bon, mais ça ne changerait rien. C'est-à-dire qu'il n'y aurait toujours pas de majorité au Parlement. On en revient toujours au même point de départ. Un président très affaibli avec 14% de soutien. Donc, qu'est-ce qu'on ferait ? Enfin, je veux dire, c'est pas le sujet là actuellement. Le sujet, c'est la clé de voûte des institutions, qui est le président de la République, qui n'a plus de légitimité. Magali, je voudrais qu'on entende Magali, on n'a pas entendu tout à l'heure. Le sujet, c'est quand même aujourd'hui la voix du peuple, et la voix du peuple qui fait peur. Enfin, pardon, mais au cœur de tout ce que on est en train de débattre depuis tout à l'heure, le sujet majeur qui fait que justement on n'avance pas du tout dans cette Ve République, c'est qu'on a peur de la voix du peuple. Et là, vous voyez tout ce qui est en train de se passer au niveau du gouvernement, c'est parce qu'on a peur de l'expression de la voix du peuple. C'est tout. Et ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je crains, c'est que ce qu'on est en train de vivre là, dans cette peur de voix, d'expression du voix du peuple, c'est que ça vienne impacter directement les municipales qui sont censées arriver derrière, où c'est là majoritairement que la voix du peuple s'exprime, et c'est là où les gens ont le plus confiance en fait en leurs élus. Donc on est vraiment en train de vivre une crise majeure qui concerne la voix
populaire. Et ça, je pense que vraiment les partis doivent se remettre en question sur ce sujet, parce qu'on ne peut plus faire de la politique si on a peur d'être en face de Jérôme, merci. On remercie Pierre qui est parti du côté de Montèche. On le remercie parce qu'on enclenche, mais on va du côté de l'Auvergne retrouver Marc maintenant au 0826 300 300. Bonjour Marc. Bonjour Madame Bouillot. Bonjour. À vos invités et à vos auditeurs. Et vous êtes dans une belle région. Vous êtes à Ambert, paraît-il. Il y a un bon fromage. Voilà, à côté d'Ambert, absolument. À côté. Voilà. La fréquence à Clermont-Ferrand, c'est 88.1 de Sud Radio. Je le dis, je fais la pub aussi, mais c'est important. Vous avez la parole, Marc. Qu'est-ce que vous dites de tout ça ? Je voulais préciser quand même que le peuple ne doit pas se substituer systématiquement au rôle des parlementaires. Affirmer que le président est responsable de tout, il a forcément des responsabilités, vous avez raison, mais ça me paraît un petit peu trop simple. Aux dernières législatives, le peuple a voté et démocratiquement les parlementaires doivent accepter cette décision de ne pas avoir une majorité. Le seul problème des parlementaires, c'est pas notre problème. Affirmer qu'on ne peut pas gouverner sans majorité, qu'une fois de plus la volonté de se retirer de ses responsabilités et de courir vers la simplicité. À se demander si c'était même pas un problème de totalitarisme, parce que j'exagère un petit peu volontairement, parce que les partis ne veulent céder sur strictement rien, mais sur le travail de s'adapter à la volonté du peuple. C'est pas au peuple à voter une fois de plus pour essayer d'obtenir une majorité qui convient aux parlementaires, c'est mon avis. Le peuple n'est pas là pour faciliter la tâche aux parlementaires. C'est un travail, c'est un métier, ce sont des professionnels, c'est à eux de faire. Si ça ne leur convient pas, il faut peut-être qu'ils fassent autre chose. Pas d'inversion des responsabilités, vous dites. Marc qui veut réagir, Marine, Jérôme, sur ça, en disant c'est retourner aux urnes, puisque vous demandez à travers vos partis respectifs un retour pour une élection présidentielle. Je pense qu'il y a deux choses, en effet. D'abord, on attend de la responsabilisation des parlementaires. Alors, ça peut complètement s'inscrire dans ce calendrier. Quand on demande une présidentielle anticipée, l'objectif, c'est de pouvoir donner la parole au peuple pour trancher sur les grands sujets et se mettre d'accord sur les grandes priorités que devrait être notre pays. Et on sait tous ici que c'est pas dans le cadre des législatives qu'on tranche de ces sujets, c'est la présidentielle. D'ici là, en effet, et qu'on ait une majorité ou pas, vous avez tout à fait raison. C'est la responsabilité des parlementaires à travailler entre eux et aussi à écouter le peuple, finalement. On a plein d'enquêtes d'opinion qui nous montrent aussi quelles sont les priorités et la volonté de certains. Trois priorités ont été citées tout à l'heure et je vous rejoins tout à fait sur le pouvoir d'achat, la sécurité et même on a parlé de l'éducation, c'est un sujet qui revient beaucoup. En effet, à un moment donné, il faut que chacun puisse se mettre d'accord. Moi, j'ai travaillé en tant que conseillère ministérielle sur des thématiques qui étaient liées à l'enfance. On arrivait à adopter des lois à l'unanimité parce qu'il y a des sujets qui font consensus. Mais ça, c'est un travail en effet de fond et vous l'avez rappelé, les parlementaires sont aussi là pour le faire, mais c'est la responsabilité de la classe politique en général et je pense qu'on ne doit pas, et vous le soulignez tout à l'heure Maghini, on ne doit pas avoir peur des urnes et on ne doit pas avoir peur du peuple. Il faut suivre aussi ce qu'il nous demande et il faut le faire. Marc, vous êtes toujours avec nous depuis à côté de Clermont en Auvergne. On va ouvrir une nouvelle page dans cette émission jusqu'avant l'info de 11h. Est-ce que comme beaucoup disent, et c'est le cas d'Elisabeth Borne, gouverner avec la gauche, ça vous ferait hurler ? Non, enfin... alors moi je suis pas du tout de la gauche, mais c'est pour ça que je me permets de préciser, non, ça me ferait pas hurler. Après, moi je crains énormément LFI. On dit que le RN ce sont des... Et ils sont pas allés voir Sébastien Lecornu, LFI, donc avec le RN. Le RN, on les traite depuis des années comme fascistes et qu'il faut les bannir du gouvernement. Mais je pense que LFI sont des extrémistes pires que le RN. Ça, c'est mon avis personnel, bien sûr. De gouverner avec la gauche, non, ça me dérange pas. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que tous ces gens qui sont, je vous répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la Chambre des députés, ne sont pas capables de s'entendre parce qu'ils sont pas capables de s'adapter. Ils veulent la facilité, c'est-à-dire avoir une majorité. Pour moi, ça me paraît trop simple. Là, ils sont dans une situation. Je dis pas qu'il ne faille pas une majorité dans l'avenir. Je dis simplement qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, précisément, il n'y a pas de majorité. On doit faire avec. C'est leur métier. Ils doivent s'adapter et faire arranger le tout. Quand on voit le problème des retraites, pourquoi personne ne parle de référendum au niveau des retraites? On est quand même directement concernés, nous qui travaillons, qui avons un salaire. La capitalisation. Attendez. On pas tous en même temps. On finit avec Marc. Donc effectivement, les dossiers, vous dites, il faut qu'ils s'entendent. C'est votre avis. Merci beaucoup, Marc. On est obligé de faire une pause. Très très belle journée et merci d'avoir appelé au 0826 300 300. Vous aussi venez nous dire, tiens, venez donner des conseils sur l'antenne, après tout, aux politiques pour qu'ils entendent. Entendez-vous, comme ils disent. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Christine Bouillot. En compagnie de Marine Cazard, chef du pôle jeune à Horizon, Romain Marcy, directeur général de Nouvelle Énergie, Magali Vicenne, communicante politique, Jérôme Dubu, vice-président de France-Israël. Et avec vous également, 0826 300 300, vous avez la parole. Parlons vrai sur Sud Radio. Alors, tous les regards sont braqués puisque Sébastien Lecornu nous a dit hier soir, donc sa mission était terminée. Il attendait donc de donner ses informations de ces discussions, négociations au président de la République. Et donc désormais, l'issue de la crise est entre les mains d'Emmanuel Macron qui, dans son entourage, nous dit qu'on aura un premier ou une première ministre d'ici demain soir. Parce qu'hier soir, ça faisait 48 heures. Donc demain soir, on devrait avoir ce week-end un nouveau gouvernement. Chacun y va de sa petite phrase. Bruno Retailleau. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, d'abord un Premier ministre. Alors pour la petite histoire, on s'est amusé à la rédaction à Sud Radio. Il y a un quiz qui a été fait par nos confrères de 20 minutes. Un quiz pour savoir si vous suivez l'actualité politique. C'est assez drôle. Il y a 14 questions. Voilà, on vous demande de répondre aux questions. Donc il y a différents thèmes. Et personnellement, j'ai bloqué sur la durée du mandat de Sébastien Lecornu. Voilà, je me suis trompé de 1 heure ou 2 de la durée du mandat pour savoir s'il était encore Premier ministre. Non, sur ce locataire de Matignon. Chacun y va désormais de son message subliminal ou pas. Bruno Retailleau, à titre personnel, je n'irai pas dans un gouvernement qui voudrait abroger ou suspendre la réforme des retraites ou même un Lecornu bis. Agnès Pannier-Runacher, pourquoi ne pas essayer la gauche? Elisabeth Borne aussi, qui est sur la même ligne. Oui, rien de nouveau sur... Revenons sur Bruno Retailleau, qui n'est pas un petit membre du gouvernement sortant de ces derniers mois. On sait ses ambitions. Les LR ont été effectivement dans le socle commun. La réforme des retraites, il dit abroger la réforme des retraites, mais on rappelle quand même que chez les LR, tout le monde n'était pas d'accord lors du vote. Il y a 19 députés LR qui ont voté contre la réforme des retraites. Oui. 19 députés, c'est-à-dire presque la moitié du groupe à l'époque. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que le 49.3 a été utilisé, parce qu'il n'y avait pas de majorité. Donc Aurélien Pradier, etc., ont voté contre la réforme des retraites. Donc c'est très divisé, effectivement. On ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, mais aujourd'hui... Alors moi j'en reviens au débat qu'on avait tout à l'heure. Il y a eu une élection, donc il n'y a pas eu la peur du peuple, puisque le président de la République est revenu au peuple précisément, il y a à peu près un peu plus d'1 an. Donc il y a eu une élection, les gens se sont présentés avec un programme qui était clair, pour certains en tout cas, pour d'autres c'était plutôt un peu plus flou, mais les gens ont voté sur un programme, sur une élection. Campagne très médiocre en 10 jours. D'accord, ok. Mais enfin, il faut rappeler aussi. Que personne n'avait compris. Il faut rappeler les conditions catastrophiques et antidémocratiques. L'élection européenne, et 22h30. 3 blocs. Rappelons-nous des conditions de l'élection. Sur des programmes qui sont quand même très différents. Aujourd'hui, on voudrait que ces programmes se rapprochent. Je suis désolé, moi j'ai fait un choix aux élections législatives pour élire un député qui défendait un certain nombre d'idées. Je n'ai pas envie qu'aujourd'hui ce député aille se compromettre avec d'autres idées. Donc vous dites pas de consigne de vote. Voilà. Par exemple, la réforme des retraites, la suspension de la réforme des retraites, c'est une absurdité totale. Je suis parfaitement contre cette affaire. Voilà, je n'ai pas du tout voté pour ça. On va faire tourner la parole là-dessus. Magali. Mais en fait, les Français, ils ont juste le sentiment d'avoir été floués depuis l'an passé. C'est ça, en fait. Le vrai sentiment des Français, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas été écoutés suite à cette élection législative. Donc on peut pas dire que la voix... bien sûr que contextuellement parlant et factuellement parlant, on a redonné la voix au peuple. Mais on peut pas considérer qu'on a écouté cette voix du peuple. Et vous prenez le camp de la droite ou de la gauche, ils vous donneront des arguments. Mais surtout, ce serait quoi, mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas considérer que la voix du peuple d'il y a 1 an est la même voix aujourd'hui avec ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'entre tout ce que politiquement on a donné comme spectacle depuis 1 an, on peut pas considérer que les Français sont dans le même état d'esprit. Ils sont en saturation complète. Non mais écoutez, la voix du peuple, ce serait quoi? Parce que moi je vois pas très bien ce que ça veut dire. Écouter la voix du peuple, c'est revenir effectivement à l'élection législative. Les Français demandent aujourd'hui la dissolution. Et si on revient sur un bloc de 3 où personne n'a la majorité? Eh bien après derrière, effectivement, ce sera aux parlementaires d'écouter cette voix et effectivement à ce moment-là de se dire on est en responsabilité,
donc on va faire ce que les Français nous demandent de nous accorder, en fait. Il est là le sujet. On peut pas continuer à réfléchir. On voit bien que ça marche pas. Mais on Ça peut pas marcher. dire. Non, mais attendez, pardon, on n'est pas dans le fatalisme. On peut pas dire que ça marche pas et ça marchera jamais. non, Si 2 fois de suite on n'a pas de majorité, c'est ça, on la va bien finir. responsabilité des pour ça politiques. qu'il faut On va pas revenir. revoter à chaque fois. Il faut qu'ils grandissent. Et vous disiez, pourquoi pas la gauche? Ben, aussi, alors pourquoi pas fermer pour uniquement que les gens gardent leur poste 2-3 réacteurs nucléaires? Pourquoi pas revenir sur la réforme des retraites? Pourquoi pas faire la taxe Zuckman qui va mettre au tapis les entrepreneurs? Donc pourquoi pas? Donc Madame Borne, que vous avez citée, elle représente l'essence de l'irresponsabilité de cette caste politique républicaine qui se maintient au fur et à mesure depuis 10 ans au pouvoir, même sous François Hollande, elle était en tant que directrice de cabinet en responsabilité. Aujourd'hui, le peu qu'elle a fait, quasiment rien, une réforme minable de par son ampleur des retraites, ils veulent la défaire. Uniquement pourquoi? Pour garder leur place. Madame Borne, c'est l'échec absolu. Elle est ministre de l'Éducation. La France est à la ramasse sur l'éducation dans tous les classements internationaux. La seule idée qui sort de sa tête, c'est est-ce qu'on changerait pas au fronton du Panthéon, on mettrait aux dégenrés, aux hommes, aux femmes. Elle a ruiné en fermant, pas qu'elle, son gouvernement, son président, ses ministres, en fermant Fessenheim, elle a ruiné l'industrie nucléaire française pour des décennies. Donc voilà, tant d'ingénieurs qui sont partis à l'étranger. Donc Mme Borne, c'est le symbole, avec le président de la République, mais elle, c'est le symbole de cette catastrophe. Et là, elle nous dit, pourquoi pas la gauche? Mais ces gens-là sont indécents. Elle dit, par un tweet que vous avez rappelé pendant la pause, il faut savoir écouter et bouger. Eh ben, qu'elle aille dans son salon, qu'elle se mette des écouteurs, qu'elle écoute du reggaeton et qu'elle bouge et qu'elle danse, mais qu'elle arrête d'emmerder les Français et qu'elle s'en aille. Elle et toute cette caste. Donc ça, c'est Romain Marcilly, qui est directeur général de Nouvelle Énergie, qui parle. Je précise, d'où le coup de colère, parce que vous n'êtes pas du tout, effectivement, dans le même, on va dire, le même courant de pensée que Elisabeth Borne. Non, ça c'est clair. Ça c'est certain. C'est un exemple de la chimère qu'un certain nombre de gens poursuivent aujourd'hui en essayant d'avoir des compromis. C'est pas possible. Voilà, c'est tout. Ou alors on vient devant les électeurs, on dit on va s'entendre, ok, donc on a des programmes qui se rejoignent, mais quand on a des programmes aussi différents que le Nouveau Front Populaire et que LR ou que le Rassemblement National, on ne peut pas s'entendre après. C'est la tromperie des électeurs, je suis désolé. Non, mais il y a programme et il y a intérêt général, enfin pardon. L'intérêt général, c'est l'élection présidentielle. Non, mais là, il faut sortir de la crise. Ça ne changera rien. Il faut trouver une solution. Ça ne changera rien. Je vous le dis aujourd'hui, ça ne changera rien. On aura peu ou prou la même assemblée. Non, moi je partage pas. Admettons, si on essaye la gauche à Matignon. Mais on n'a pas essayé la gauche, ça va tenir 15 jours. Oui, il n'y a pas de majorité de gauche. Bon, alors aucune majorité. On ne peut rien sortir de tout ça. Mais non. Enfin, non, mais là, on doit déposer un budget. Ça fait 3 fois qu'on essaye. Barnier, Bayrou, Lecornu. 3 échecs. Enfin, combien d'échecs il va falloir pour comprendre? Barnier, Lecornu. Ben oui. Combien d'échecs il va falloir pour comprendre que ça ne marchera pas, que le consensus n'est pas possible? Ou alors il faut s'entendre avant. C'est le système à l'allemande. On dit on va gouverner avec un tel et un tel. On met 3 mois pour avoir un programme. Et pourquoi on n'est pas capable de ça? Mais parce que devant les électeurs, on a des élections complètement différentes et des programmes complètement différents. Et dans ce cas, est-ce qu'on peut imaginer, parce que ça a été un peu discuté et en effet, on n'est pas du tout habitué à ça, mais puisqu'on parle de l'intérêt général, on pourrait peut-être tendre vers cette solution. On assume le gouvernement technique. On se dit que de toute façon, on ne pourra rien faire de majeur avant la présidentielle. On se met d'accord là-dessus. On sauve les meubles. Il nous faut un budget. Il faut à minima trouver une façon de soit tenir un budget, soit un peu réduire les dépenses. Et on tape dans les dépenses de l'État. Parce qu'à un moment, il va falloir se le dire aussi. Il y a quand même pas mal de choses, je pense, où on peut avoir une marge de manœuvre. Et sans faire peser sur les actifs. Donc, complètement d'accord avec vous, on ne touche pas à la réforme des retraites. On y reviendra sans doute tout à l'heure. On se dit ça et on se met aussi d'accord sur le fait que la présidentielle anticipée est la seule solution pour sortir vraiment de cette chienlit. Et on la prépare. Oui, mais il faut que le président soit d'accord. Ah bah ça c'est clair, mais un Premier ministre technique, aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a Marie qui fait un peu d'humour, je présume, sur la page Facebook de Sud Radio, qui dit allez hop, François Hollande Premier ministre. Là, les scénaristes, vous parliez des séries tout à l'heure, les scénaristes seraient contents. Mais le problème, c'est que malheureusement, on n'est pas dans une série, on est dans un pays qui plonge. Donc, mais ce serait voilà. J'aimerais revenir simplement sur le Premier ministre de gauche. On parlait tout à l'heure des élections municipales. A priori, ça ne me fait pas forcément plaisir et je n'y serais pas favorable parce que je suis plutôt de droite.
Pour autant, on voit bien ce qui se passe aussi localement, on parlait des maires. Dans beaucoup de communes, des maires de droite ou de gauche sont parfois élus par des électeurs qui ne votent pas de la même manière pour les présidentielles. Pourquoi ? Parce qu'ils voient bien que leurs maires prennent des décisions et agissent localement dans l'intérêt général. Moi, j'attends de voir, en effet, qui, pour ensuite discuter de ce qu'on peut faire ensemble. Parce que tout dépendra également de quel gauche. Si on parle de Bernard Cazeneuve, je veux dire, on va pas non plus vriller et bondir. En fait, alors qu'on parle d'un homme d'État. Tourne en boucle, et je vous le recommande, pardonnez-moi, tourne en boucle, et je vous le recommande, parce qu'on va devoir faire une pause avec l'info de 11h, le sketch de Raymond DeVos, avec une situation, en fait, on est dans un sens unique. C'est le hamster dans la roue qui tourne, mais avec du courage, ça peut vite se régler. Ne désespérons pas. Courage. On va voir ça dans un instant. Allez, c'est l'info dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on est ensemble encore une demi-heure, le débat. Ensuite viendra l'émission Média avec Gilles Gansman. Restez bien à l'écoute parce qu'on va recevoir la réalisatrice d'un documentaire absolument exceptionnel diffusé sur M6. Les caméras se sont retrouvées embarquées dans l'installation des tout premiers détenus dans la prison de haute sécurité à Vendée-le-Vieil, où on met tous les narcotrafiquants. Et dans ce documentaire, elle a pu interroger même ces prisonniers qui sont allés, qui ont été transférés sur place et qui dénoncent leurs conditions de détention. Enfin, c'est vraiment un documentaire choc et à voir absolument. On en reparle tout à l'heure avec Gilles Gansman à partir de 11h30. On continue avec Marine Cazard, chef du pôle Jeunes à Horizon, Magali Vicente, communicante politique, Jérôme Dubu, vice-président de France-Israël et Romain Marcilly, directeur général de Nouvelle Énergie. On sort, on laisse la politique française parce que ce matin, personnellement, on a tous, en tous les cas, j'ai été marqué par ces images de joie que l'on voit enfin sur les réseaux sociaux, les boucles d'information, les journaux, des deux côtés de la frontière d'ailleurs, sur ce possible accord de paix qui permettrait, on croise les doigts, la libération des otages et la fin de la destruction de Gaza. Jérôme Dubu, vice-président de France-Israël. Là, on est dans un moment historique, dans une séquence forte. On dit toujours que c'est un moment historique, donc il faut quand même raison garder, mais c'est un moment fort, c'est une très bonne nouvelle. C'est dû à la diplomatie un peu particulière, je reconnais, du président Trump, mais qu'il faut reconnaître aujourd'hui, sinon ça ne serait pas arrivé, c'est tout à fait clair. Alors, il y a deux questions qui ne sont pas résolues, ça c'est la première partie du plan. C'est le plan en 20 points qui est très long. Retrait de l'armée israélienne sur une frontière qu'on ne connaît pas encore, parce qu'elle ne nous a pas été dévoilée, et libération des otages, ceux qui sont malheureusement décédés, et ceux qui sont heureusement encore en vie, je ne sais pas dans quel état, mais en tout cas, il y en a encore une vingtaine à peu près qui sont encore en vie, et 27 ou 28 otages décédés. Il y a deux questions. Et l'arrêt des bombardements sur Gaza. Il y a deux questions qui restent et qui vont après la joie, qui vont se poser très rapidement, dès mardi, si les otages sont libérés lundi. Le premier point qui va être très sensible, c'est la démilitarisation du Hamas. Est-ce que le Hamas va accepter de se démilitariser et de rendre les armes ? Premier point. Et dans quelles conditions ? Pas sûr du tout. Et deuxième point, c'est la gouvernance de Gaza. Parce que dans le plan de Trump, on ne parle que de Gaza. On ne parle pas du tout de la Cisjordanie. On ne parle pas du tout de la création d'un État palestinien. Donc on se concentre sur Gaza. Et pour le moment, c'est la réalité. C'est ce qu'il faut faire. Mais enfin, ces deux questions vont se poser très rapidement. Quelle gouvernance pour Gaza ? Est-ce que c'est l'autorité palestinienne ? Dans le plan Trump, c'est pas ça du tout. Non. C'est une autorité internationale. Sous la présidence du président américain, avec Tony Blair qui serait à la manœuvre. Donc c'est pas du tout le traitement d'un État palestinien, ni de l'autorité palestinienne qui est écartée du jeu. Donc ces deux questions essentielles vont vite, malheureusement, parce qu'elles ne sont pas réglées, se rappeler notre bon souvenir. Et dès mardi matin, je crains qu'on ne rentre dans des négociations qui soient extrêmement difficiles. Oui, il faut aussi penser à la situation humanitaire qu'il va falloir aussi régler très rapidement. D'aucuns disent, enfin, en tous les cas, il y en a qui parlent effectivement, vous avez parlé de Jérôme Dubu, de l'action de Donald Trump, prix Nobel de la paix, si ça marche. Ou c'est accessoire? C'est pas l'essentiel dans l'affaire. Il est quand même salué pour son leadership international. Et ça, c'était pas ce qui était attendu. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça sur les réseaux sociaux qu'ils en parlent. Son premier prédécesseur,
de son premier mandat, il a eu pour moins que ça, puisqu'il a eu pour rien, sauf le fait d'être élu. Donc effectivement, après, au-delà de c'est un détail par rapport à la situation et la crise que... Non, je crois que Barack Obama a eu le prix Nobel. Il n'a rien fait pour la paix. Donald Trump, et pas seulement au Moyen-Orient, au Proche-Orient, fait pour la paix. Donc en Afrique, en Arménie, Azerbaïdjan, donc il y a une œuvre, peut-être une des méthodes que, avec notre bon goût, notre élégance européenne, puisque nous pouvons être supérieurs, nous croyons supérieurs au reste du monde, on peut trouver critiquable, mais de fait, peut-être que M. Barrot et M. Macron sont très bien élevés, sont très classiques, mais ils n'apportent pas grand-chose au débat. Et cela, on peut vraiment le regretter, puisque la France a tout pour être une grande puissance de médiation et d'équilibre. On a été malheureusement totalement absent dans la résolution de ce conflit. Vous avez dit effectivement les premières étapes. Là, il y a la joie de la paix, la joie que la mort arrête. La mort n'est plus semée quotidiennement. Donc là, je pense qu'on peut tous s'en satisfaire, mais il faut être prudent sur la mise en application. Il y aura le temps de la politique, et puis il y aura aussi le temps de la justice, espérons-le, puisque tout ça doit quand même être jugé à un moment donné, surtout dans un pays qui est une démocratie. On va saluer effectivement ce qui se passe, mais avec beaucoup de prudence, puisqu'à l'instant on apprend que le ministre israélien d'extrême droite, Smotrich, dit qu'il ne votera pas en faveur de l'accord sur Gaza, qui doit être présenté par... Alors, ça n'empêche pas l'accord de passer, puisque en réalité la partie gauche des parlementaires israéliens votera. Donc il y aura une compensation de l'autre côté, mais effectivement, c'est pas une bonne nouvelle. Une fois de plus, le gouvernement Netanyahou va être fragilisé. Depuis le départ, c'est comme ça. Il tient malgré tout. Je ne sais pas combien de temps ça peut tenir. On va suivre ça, évidemment. Alors, puisqu'on parlait de Nobel, Romain, je voulais que vous continuiez à nous parler des prix Nobel qui sont décernés actuellement. Il y a eu le prix Nobel de physique à ce Français, mais qui enseigne aux États-Unis, qui parle donc, c'est Jérôme Dévoré. C'est vous, Romain. C'est votre coup de cœur. Ouais. Non, mais j'ai dit Jérôme. Non, je me suis trompé, Romain. Oui. Peut-être que c'est un coup de cœur partagé. Moi, c'est un prix Nobel putatif. Oui, c'est ça. Moi, c'est un prix Nobel réel. C'est le Nobel réel. Donc là, c'est une certitude. Michel Devoret, prix Nobel de physique, donc bien sûr. La physique quantique. Voilà, donc c'est ça que le monde est à l'aube de ruptures anthropologiques majeures. C'est clair. Et là, c'est pour ça que le débat sur Elisabeth Borne et d'autres qui s'accrochent à leur ministère ou des députés qui veulent pas connaître de solution, c'est totalement en décalage avec ce qui se passe. On pourrait aussi parler des enjeux environnementaux. Enfin bref, c'est délirant. Mais pour revenir à ce coup de cœur rapidement, nous sommes bien évidemment très fiers en tant que Français qu'il y ait un nouveau prix Nobel de physique. Il y avait aussi Pierre Agostini en 2023, donc il n'y a pas longtemps, dans la même discipline. Mais le point commun entre tous ces grands chercheurs, malheureusement, c'est qu'ils enseignent à l'étranger, ils travaillent à l'étranger et leur succès était notamment résulte de leur activité à l'étranger. Et donc on parle beaucoup, à juste titre, du sujet de l'immigration en France, l'immigration qui est un véritable problème, il faut le traiter bien évidemment, mais on parle de le traiter intelligemment, mais on parle très peu de l'émigration et de la fuite des cerveaux, des entrepreneurs, des chercheurs, 20% quasiment des étudiants de Polytechnique, des ingénieurs, donc qui sont censés être les meilleurs, l'élite de la nation en termes d'école d'ingénieurs, donc 20% dans les mois qui suivent. Polytechnique, c'est payé par l'État. Mais justement, donc 20%. Pourquoi on n'impose pas un quota comme pour les médecins qui restent en France? Écoutez, en tout cas, 20%, ils partent. Et on peut pas les arrêter à la frontière. On n'est pas la RDA et l'URSS non plus. Donc ils partent. Non, mais pardonnez-moi. Je vais juste dire quelque chose. Quand vous faites des études de médecine, que vous devez faire votre internat, on vous impose d'aller là ou là. Pour médecine générale, on impose une 10e année supplémentaire aux étudiants qui doivent donc enquiller et on leur dit vous irez dans tel territoire. On peut pas sur des étudiants ingénieurs de très haut niveau dont les études ont été financées par l'impôt des Français leur dire pendant tant d'années vous restez au service de la nation. Il y aura des systèmes. On mettra un chiffre devant le temps d'années. Et ces élites-là, parfois, c'est pour 1 million ou 2 millions de choses à payer. Leurs entreprises aux États-Unis, en Inde ou en Chine, elles paieront. Donc en fait, il faut peut-être des mécanismes. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas être forcément dans l'interdiction. Il faut être pensé en France comment on peut devenir attractifs, comment on peut les garder, comment on fait en sorte que les entrepreneurs ne se barrent pas. La taxe Zuckman, c'est une catastrophe, et Elisabeth Borne, pas de problème. Voilà. Donc ça concerne 1800 personnes, peut-être que tous les ingénieurs ne sont pas dans la taxe des super riches. Je veux dire, c'est que je vous taquine. C'est symbolique. C'est symbolique. En sachant quand même qu'il y a vous êtes le maire de Cannes et pas très loin de Marseille, la fac de Marseille, la fac de Nice accueille des chercheurs américains qui viennent se réfugier chez nous quand même.
Oui, mais il y a aussi des poissons volants, c'est pas la majorité du genre. Vous avez vu ce qu'a dit le colistier de notre prix Nobel français qui a été désigné cette semaine. Il dit aux États-Unis, on est en train de mettre par terre 10 ans de recherche. On va mettre 10 ans sans remettre. Je vous dis pas qu'il n'y a pas que les États-Unis. Hein. La prix Nobel, on peut penser aussi à la prix Nobel de chimie. Élevés, hein. On peut penser à la prix Nobel de chimie qui était française, Anne Lhuillier, en 2023 aussi. Elle est à Lund, en Suède. Donc, je veux dire, c'est pas que pour des raisons fiscales. Il y a tout un environnement en France. Donc, plus de moyens pour la recherche. Augmentons le budget de la recherche. Plus de moyens de la recherche et puis moins de moyens pour les bureaucrates. Voilà, il faut revenir au centre. Et je rappelle, le Pasteur Don, c'est en ce moment, Valérie Expert en est la marraine, donc vous allez sur le site, le Pasteur Don a besoin de dons privés, seulement 19% de son budget vient des fonds publics. Donc voilà, donc aider la recherche du Pasteur Don, c'est en ce moment, on en reparlera sur Sud Radio. Merci beaucoup. On va revenir dans un instant, on va continuer vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jérôme, votre coup de cœur, justement, on va continuer rapidement. Non, on a fait une petite pause et on y revient. Non, mais on fait un teasing. Ça s'appelle un teasing, Jérôme. Oui, j'ai compris. Voilà, allez, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Toujours en compagnie de Romain Marcy, directeur général de Nouvelle Énergie, Jérôme Dubu, vice-président de France Israël, Magali Vicente, communicante politique, et Marine Cazard, chef du pôle Jeunes à Horizon. On en est à faire le tour de table des coups de cœur et des coups de gueule de l'actu. Avec vous, Romain, on parlait effectivement de la fuite des cerveaux, le danger aussi de cette situation, parce que on parle des chercheurs et des ingénieurs, mais les jeunes actifs, compte tenu de la situation, peut-être crise économique à venir à cause de la situation politique, vont se dire, moi je vais aller voir ailleurs. Les forces vives, il n'y a pas que les prix Nobel qui partent. Voilà. Parce que ailleurs ça décolle. Et voilà. Ça décolle. Même l'Italie commence à devenir... Même Milan devient un Eldorado. Oui, Madrid, il y a plein de places et tout le monde nous regarde avec beaucoup d'inquiétude. Jérôme, votre coup de cœur à l'idée d'attribuer le Nobel de littérature à Boualem Sansal. Oui, alors ça c'est une idée qui n'est pas la mienne. C'est quand le Nobel de littérature ? C'est aujourd'hui. C'est peut-être un peu tard, mais enfin c'est pas une idée, c'est pas mon idée, c'est l'idée de Arnaud Benedetti. Bravo Arnaud Benedetti pour tout ce qu'il fait. Qui est président du comité de soutien de Boualem Sansal, enfin coprésident avec Noël Lenoir. Bien sûr. Donc bravo à ce qu'il a fait. Il a fait une tribune dans le Figaro à laquelle j'adhère parfaitement et je trouve que c'est une très bonne idée. Ce serait une très bonne idée. Maintenant, les choses sont un peu lancées. J'ai l'impression que c'est un petit peu tard, mais en tout cas, moi, je voudrais revenir. Ça permet de revenir sur le sort de Boualem Sansal, que tout le monde a abandonné. Il faut bien le dire. Il y a eu des tentatives. Je ne nie pas qu'il y a eu des tentatives de libération, qu'il y a eu des négociations, etc. Mais enfin, le résultat aujourd'hui, c'est qu'il est encore dans une geôle algérienne, malade, très malade, et que personne n'y pense aujourd'hui. D'ailleurs, c'est sorti complètement des radars. On ne parle plus du tout de lui. Et cette proposition de le nobeliser, de lui donner le prix Nobel de littérature aujourd'hui, c'est un moyen de revenir dessus. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que c'est d'abord un écrivain exceptionnel. Il faut bien le dire. Il a un style, il a une faconde, etc., qui est exceptionnelle. Il a inventé un style, c'est clair. Deuxièmement, c'est le symbole quand même de la résistance au pouvoir algérien, aujourd'hui, qui est un pouvoir algérien corrompu, dictatorial, et qui ne respecte pas son peuple. Et troisièmement, ce sera effectivement la possibilité de remettre sur le devant de la scène le fait que Boualem Sansal, dans ses écrits, dénonce le danger majeur qui nous menace, qui est l'islamisme. Oui. Voilà. On a un mot aussi, une pensée à oublié. La libération de ce jeune franco-allemand qui a été libéré hier en Iran, mais on pense aussi à nos deux otages qui sont détenus depuis le plus longtemps encore que Boualem Sansal, Jacques Paris, Cécile Kohler en Iran, dans des conditions... Non mais tout à fait, n'oublions pas les autres. Ouais, je voudrais pas qu'on les oublie. Le journaliste de SoFoot qui est retenu en Algérie. Exactement, Christophe Glaise aussi. La situation de nos compatriotes à l'étranger, évidemment, on est parfaitement solidaires des comités de soutien et de tout ça. C'est à midi, le prix Nobel de littérature et le prix Nobel de la paix. Ce sera un petit peu tard, mais je crois que... Je vous dis que c'est un peu tard, mais en fait, je trouve que finalement, en tout cas, vous avez saisi l'opportunité et moi, je voudrais la saluer parce que finalement, c'est aussi pourquoi attendre une officialisation quelque part de ce prix Nobel. On peut tous attribuer par notre voix et c'est aussi les voix des uns et des autres multipliées sur les réseaux et dans les médias qui font que les messages passent. Et du coup, je partage totalement votre coup de cœur et en tout
cas votre décision de pouvoir lui attribuer ce prix Nobel. Ça permet accessoirement, mais ça c'est très négatif, le saluer. De mettre à nouveau la lumière sur la diplomatie française et ses absences de résultats. Monsieur Barrot est très gentil, Monsieur Macron est très gentil aussi, mais pour le moment, Monsieur Retailleau est très gentil aussi, mais pour le moment, le résultat, c'est que Walid Sansal n'est pas libéré. Demandez à Trump ou à Meloni, peut-être qu'ils vont nous aider là-dessus. Ou à David Lisnard, peut-être. Mais bien sûr qu'il fait beaucoup, il s'est engagé, vous avez vu à Cannes tout ce qu'il fait, mais il n'est pas malheureusement président de la République, pas encore. Et on n'oublie pas Jacques Paris, Cécile Kohler, Christophe Glaise, tous ces Français retenus contre leur gré et de manière arbitraire à l'étranger. On espère leur libération la plus rapide possible. Les coups de cœur et les coups de gueule de l'actualité. Alors Marine, un coup de gueule contre Sophie Binet, qui nous a parlé de l'opération Pièce jaune. Oui, en effet, Sophie Binet qui expliquait hier à la radio que la suspension ou l'abrogation d'une réforme des retraites finalement ne nous coûterait que 500 millions d'euros cette année, 3 milliards l'année prochaine, sans doute 35 milliards a priori, 15 milliards pardon d'ici 2035. Et pour elle, c'est l'équivalent d'une opération Pièce jaune pour l'État. Elle considère que 500 millions ne représentent pas tant que ça, ou en tout cas que l'effort qui devrait être fait permettra de soulager l'ensemble de nos concitoyens et les retraités en particulier. Mais j'aimerais simplement lui rappeler que 500 millions d'euros aujourd'hui, c'est l'équivalent de presque 15 000 salaires de professeurs. 3 milliards, c'est la moitié du budget de la justice. Et j'aimerais bien savoir pour elle quelles sont les vraies priorités. Parce que pour financer cette suspension de la réforme des retraites, elle va vous répondre. Elle va nous dire taxer les riches. Non, elle va nous dire pire que ça. Elle va nous dire qu'il faut imposer finalement tout ce qui concerne le partage de la valeur en entreprise. Donc pour dire concrètement, c'est imposer les primes qu'on pourrait toucher à la fin de l'année. Donc en fait, on financerait cette suspension ou cette abrogation de la réforme des retraites par le fruit du travail des actifs. Et là, moi, c'est un peu un coup de gueule générationnel que je veux passer, à la fois pour ma génération et celle qui va arriver. On n'en peut plus. Aujourd'hui, quand on est un jeune actif sur le marché du travail, on ne ressent pas... Déjà, faut trouver du travail en ce moment, c'est un peu... Déjà, trouver du travail en ce moment, c'est assez compliqué. Quand on est un jeune qui arrive sur le marché du travail, on se rend bien compte que un quart de ce qu'on paye finance un système de retraite qui n'a jamais été remis en cause, repensé, parce que c'est très bien de l'abroger, hein, mais personne ne propose autre chose, si ce n'est la capitalisation en effet. Et nous, on y est favorable, mais c'est pas du tout dans la bouche d'Elisabeth Borne ni de Sophie Binet. Donc, pour la secrétaire générale de la CGT qui se dit défendre les travailleurs, je trouve ça assez cocasse. Et moi, je veux simplement passer un message aujourd'hui, c'est que depuis des mois, on parle de solidarité intergénérationnelle. François Bayrou, le premier, avant de faire sa sortie de route, avant de partir en juillet dernier, nous demandait de rééquilibrer les efforts entre les générations. Mais ce que je constate depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de solidarité intergénérationnelle, à la fin des fins, c'est plutôt les jeunes qui doivent payer la facture, nous en particulier, et ceux qui arriveront. Donc son opération pièce jaune, j'aimerais bien qu'elle la garde et qu'elle la mette de côté, parce que ces pièces jaunes, ce sont les miennes, celles de mes parents qui bossent et de mes enfants qui vont arriver si j'arrive à en faire, parce qu'on parle pas assez de ça aussi, mais le poids de la dette, le poids de tous ces financements et des impôts qu'on essaye d'augmenter sur les actifs, à la fin des fins, c'est le poids qu'on fait peser sur des jeunes qui essayent simplement de construire une vie, mais une vie simple. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est juste que le travail soit mieux rémunéré, qu'on puisse construire un foyer, qu'on puisse accéder à la propriété, ce que la génération des boomers a eu. Donc faut taxer les anciens, les retraités. Alors, parce que, évidemment, quand on va dire ça, ça va créer un conflit international, mais c'est évidemment. compliqué, cette idée-là. Moi, je pense, à titre personnel, que, évidemment, qu'on peut demander un effort aujourd'hui à ceux qui ont bénéficié de beaucoup. On peut aussi se dire que, plutôt que poser la question de la suspension de la réforme des retraites, c'est repenser le système pour redonner une respiration aux actifs. Et la capitalisation, c'est un vrai sujet qu'on doit poser, et je pense qu'il est urgent de le prévoir dans notre système de retraite. Ouais, on va essayer de faire tourner la parole, mais on entend votre coup de gueule par rapport à ce parallèle entre la déclaration, la petite phrase de Sophie Binet et cette suspension de la réforme des retraites, dont pour l'instant on n'a aucun contour. On ne sait pas si ça concerne l'âge de départ, la durée de cotisation, et si ça concerne aussi les mesures, si ça concerne aussi les mesures qui étaient là pour améliorer les petites retraites. Il y avait quand même des mesures dans le texte qui permettaient d'améliorer la retraite des mères de famille, les congés parentaux, les retraites assez basses, notamment des agriculteurs. Donc ce sujet-là, il n'est pas encore tranché. Rien, tout est flou.
On a absolument. Vous faites du Martine Aubry, je signale. Non, mais c'est ça qui est ahurissant quand même. Hein. Enfin, on est à un moment déterminant. Vous la communicante. On va terminer avec vous. Est-ce qu'il doit parler absolument, s'adresser aux Français pour dire où on va? Mais Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français, mais pour dire quelque chose. La problématique, c'est que très souvent, ces derniers temps, il s'est adressé aux Français sans dire quoi que ce soit. Et ce qui se passe là, avec les prises de parole de Sébastien Lecornu, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah tiens, il revient sur le devant de la scène, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et finalement, on n'a plus envie de l'écouter parce qu'on n'apprend rien de nouveau. Donc, oui, on attendait quand même une parole du chef de l'État parce que les Français ont besoin d'être rassurés. Mais donc, si c'est pas pour rassurer les Français, si c'est pas pour donner un cap, si c'est pas pour montrer son courage et sa vision dans cette situation, c'est pas la peine qu'il s'exprime. Le sondage Elab de ce matin dans les colonnes du Figaro encore, 14% de bonnes opinions, ça n'a jamais été aussi bas. En revanche, la courbe de popularité de Sébastien Lecornu est remontée de 7 points. Évidemment, il s'en va. Et chaque fois vous quittez un poste important, la popularité explose. On en a des exemples dans l'histoire de la vie politique française. Donc, qui a besoin de redorer sa popularité et peut faire acte de candidature pour Matignon, peut-être que ça sortirait le pays de l'embarras. Merci à tous les quatre, Marine Cazard, Magali Vicente, Jérôme Dubus, Romain Marcy. Merci beaucoup pour ce débat. On a presque réussi à se mettre d'accord. Vous continuez également de nous appeler 0826 300 300, de réagir sur les réseaux sociaux, la page Facebook, la chaîne YouTube également. Vous avez plein de façons de communiquer avec nous. Et nous, on se retrouve dans un instant. C'est la partie média. On va parler de cette prison de très haute sécurité qui accueille presque une centaine des plus grands narcotrafiquants français. Il y a un documentaire ce soir choc diffusé sur M6. On en parle avec Gilles Gansman. À tout de suite.